Bonjour, mon nom est Marc Proulx. Vous écoutez La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Comme vous le savez, la pédagogie du cœur fait partie de Balado Pédago, un regroupement de balados-diffuseurs qui s'intéressent au monde de l'éducation. Je vous invite donc à visiter notre plateforme web qui est maintenant en ligne à baladopédago.com. Le deuxième épisode de la saison 4 est consacré à la classe inversée, un modèle pédagogique auquel je me suis d'abord intéressé il y a 6 ou 7 ans alors que j'étais à la recherche, ça vous surprendra probablement pas beaucoup, de moyens pour favoriser les apprentissages de mes élèves et pour dynamiser mes périodes de classe. C'est un de mes collègues, un enseignant de mathématiques, Jonathan Lepage, que je salue, qui m'avait parlé de cette façon de faire qu'il expérimentait avec beaucoup de plaisir et un certain succès. J'ai donc plongé à mon tour. J'ai d'abord utilisé la classe inversée pour enseigner les notions de poésie à mes élèves de 2e secondaire. Avec le temps, j'en suis venu à aborder avec mes classes la plupart des notions de grammaire que j'enseigne par le biais de la classe inversée. Ce que j'apprécie spécialement de cette façon de faire, c'est le fait que je gagne du temps pour permettre à mes élèves d'expérimenter et de s'exercer en classe en ma présence. Ça fait en sorte que je suis là quand des difficultés surviennent, quand ils font des erreurs en prenant des risques. C'est exactement là que se trouvent les meilleures occasions d'apprentissage. Pour parler de classe inversée avec moi, j'ai invité Constance Denis, qui est titulaire d'un doctorat en éducation de l'Université de Sherbrooke, d'une maîtrise en sciences de l'éducation, ainsi que d'un baccalauréat en enseignement du français au secondaire. Elle est officiellement conseillère pédagogique en intégration des technologies à l'Université de Sherbrooke, mais je la laisse vous expliquer ce qu'elle fait réellement ces jours-ci. Mais pour l'instant, je suis en prêt de service pour Immersion CP, qui est une communauté de pratique pour le développement professionnel, notamment de la compétence numérique des conseillers pédagogiques de l'enseignement supérieur, donc franco-anglo partout au Québec. Avant d'aborder le sujet de la classe inversée avec Constance Denis, j'étais curieux de l'entendre me parler de son sujet de doctorat. Ma question était très, très facile. J'ai travaillé 7 ans là-dessus. C'est qu'est-ce que l'encadrement au cycle supérieur? C'était vraiment pour modéliser. Habituellement, dans les recherches, on parle d'encadrement, mais on ne sait pas ce que ça englobe. J'avais travaillé sur dans quelle mesure est-ce que les jeunes profs se sentent compétents pour encadrer jusqu'à ce que j'en vienne à je sais pas ce que ça veut dire encadrer. Puis là, j'ai cherché. J'en suis venue à une définition qui est relativement stable. Et puis, j'ai beaucoup étudié le processus par rapport au produit. Donc, comment est-ce que l'alliance pédagogique entre le directeur de recherche puis le doctorant évolue au fil du temps par rapport à l'émancipation puis à l'enculturation du doctorant qui deviendra docteur. Mon Dieu, c'est intéressant. Est-ce que tu as l'impression que dans ces éléments-là, puis en fait, j'ai l'impression que la réponse est dans la question, mais je vais au bout de la question quand même. Est-ce que tu as l'impression que ce que tu as trouvé sur les notions d'encadrement, ce que tu as fouillé sur les notions d'encadrement, il y a des parallèles qu'on peut faire dans l'encadrement que vont faire, par exemple, les maîtres de stage avec les stagiaires dans nos écoles, au primaire, au secondaire, puis après ça, même les enseignants avec leurs élèves? Oui, en fait, j'ai la chance d'enseigner au microprogramme de pédagogie en enseignement supérieur. Les gens s'inscrivent, soit ils sont directeurs de recherche, soit ils sont en charge à quelque part de stage. Puis effectivement, il y a beaucoup de parallèles à faire parce qu'on est dans une relation où il y a de la hiérarchie, il y a une autonomie à aller chercher, mais il y a aussi un contrôle qualité là à quelque part. Tu veux devenir un membre de la communauté, donc on doit valider à titre de membre de cette communauté-là si tu as acquis tout ce qu'il faut. Donc oui, tout à fait. On trouve peu de recherches ou de littérature scientifique produite au Québec à propos de la classe inversée. Quand j'ai transmis ce constat à Constance Denis, elle était d'accord avec moi, mais m'a dirigé vers les cahiers de l'Université Louvain en France. C'est effectivement une mine d'or sur le sujet. Il s'agit d'un document d'une 50aine de pages qu'il est possible de télécharger gratuitement au format PDF. Si vous êtes à la recherche de publications moins théoriques et allant directement à l'essentiel, l'École branchée a abordé la question en 2013 et est revenue plus récemment avec une série de conseils judicieux sur le même sujet en 2022. Je placerai des liens vers ces sources sur mon site web, le marcproupédago.com. Pour les retrouver, allez directement dans la section Balado à l'épisode 2 de la saison 4, l'épisode que vous écoutez actuellement. J'ai évidemment voulu savoir comment mon invité, de son côté,
définissait la classe inversée. Je fais une bémol. Je ne suis pas spécialiste de la classe inversée. Oui, c'est important de le dire. Je vais le mentionner dans ma pratique à moi. Donc, moi, j'enseigne au 3e cycle universitaire. J'enseigne à des profs d'université, des profs du collégial, parfois des enseignants du secondaire qui veulent devenir éventuellement chargés de cours dans les universités, par exemple. La classe inversée, pour moi, c'est vraiment ce que typiquement on faisait dans la classe. On permet à l'étudiant de l'acquérir chez lui de façon autonome, donc dans des formations autoportantes. Ça peut être des podcasts, ça peut être des lectures, ça peut être des vidéos. Et quand on arrive en classe, on met l'expertise de la personne qui est enseignante au service de l'apprentissage de l'étudiant. Donc, on lui propose des études de code, du co-développement, le laisser très, très actif en classe, puis de venir parfois soit corriger le tir, soit le pousser un peu dans sa réflexion, mais donc beaucoup d'interactivité, beaucoup de pédagogie active en classe dans cet espace-là, qui est un espace sécuritaire et bienveillant. On continue à parler de la classe inversée de l'autre côté d'une petite pause publicitaire consacrée à un membre de Balado Pédago. Je m'appelle Alexandra Coutelet, la geek de service. Dans mon balado, je partage mes découvertes d'outils, mes expérimentations, j'offre des réflexions sur le numérique dans notre travail ou dans notre vie personnelle. Parfois seul ou parfois accompagné d'invités, nous explorons ensemble comment ces outils peuvent nous aider à développer nos compétences numériques, que ce soit pour innover, être plus efficace dans notre travail ou notre vie personnelle, ou simplement mieux apprivoiser le monde numérique. Retrouvez les épisodes de mon balado et bien plus sur mon site lageekdeservice.com. À très bientôt! Un des effets de la classe inversée qui plaît le plus à Constance Denis, et je suis évidemment du même avis, c'est qu'il n'y a pas que les contenus qui se retrouvent inversés. Le rôle des apprenants, tout comme celui de l'enseignant, de l'enseignante, est aussi bousculé. Le rôle de l'étudiant ou l'élève est inversé aussi. Il peut plus être passif dans ces moments-là où on se réunit en classe. Puis de la même façon, l'enseignant ne peut plus être dans un rôle de transmission ou dans un rôle de je suis au centre de ma classe, de mon univers, si on veut, mais bien dans je suis là pour ajuster. En anglais, on va dire un gatekeeper. Donc, de vraiment s'assurer qu'on reste dans cet espace-là, de ramener les questions, ramener les conversations. Mais donc, il y a beaucoup de travail de la personne enseignante dans la réflexion de comment je vais réinvestir tout ce que j'ai pu leur donner dans les lectures, dans les vidéos, dans les podcasts, dans l'infographie, ce qu'on voudra, mais donc de le ramener en classe puis de le faire vivre. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, dans ta pratique, à t'intéresser à ça puis à avoir envie d'utiliser la classe inversée, cette façon-là de travailler? Moi, j'ai commencé à enseigner à distance en 2012. Et en 2012, c'était encore nouveau, hein, tu sais. Puis moi, j'arrivais vraiment, j'avais la peau rose, là, j'étais avec mon monde de licorne et tout ce que tu voudras. Puis on m'a dit, ben ce que tu fais en classe, tu peux pas juste le faire à distance. Tu vas devoir réinventer ta pédagogie. Ça tombe bien, j'arrivais avec à peu près aucune expérience d'enseignement à l'université. On m'a dit, ben, tu vas devoir les faire bouger, faire travailler. Puis à l'époque, j'enseignais aux enseignants qui avaient pas, aux futurs enseignants plutôt qui avaient échoué au TECFE. Donc, je me disais, ben, toute leur vie, on leur a fait des cours magistraux sur la grammaire et je ne suis pas particulièrement bonne en grammaire, on s'entend bien ici. Puis je me suis dit, comment est-ce que je peux réinventer ma pédagogie? C'est de la grammaire, c'est pas facile. Ces gens-là ont un côté de faut que je performe, faut que j'arrive à l'obtenir. Autrement, mon brevet, je l'ai pas. Et donc, j'ai commencé à les mettre beaucoup en action puis leur dire, ben, faites vos exercices, révisez tout ça. Puis ici, là, je vais vous poser des questions, on va réfléchir, on va détailler tout ça. C'est comme venu un peu naturellement de moi avoir une idée du carré de sable, mais de leur laisser énormément de place parce que je me disais, ça fait combien d'années qu'ils se font répéter les participes passés? Ouais. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je dois me réinventer, autrement, je vais juste continuer à leur creuser une tombe qui existe bel et bien, là. Donc, pour moi, c'est un peu venu naturellement. Puis après, on m'a expliqué que c'était de la classe inversée, mais pour moi, c'était de mettre une étiquette sur quelque chose qui, au final, me semblait la seule porte de sortie possible. Si vous êtes des habitués de ce balado, vous connaissez probablement la valeur que j'accorde à l'erreur en tant qu'occasion ultime d'apprentissage. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que j'ai spécialement apprécié les prochains propos de mon invité.
C'est un peu l'idée aussi du droit à l'erreur. Quand tu es dans un espace en classe, tu as le droit à cette erreur-là. Tes collègues vont te poser des questions, tu vas pouvoir avoir un choc cognitif, là, si on veut, là, tu sais, t'es sûr de ça? Pourquoi? Tu sais, puis d'aller les questionner, puis d'aller chercher de où ça vient, cette compréhension-là de la matière. Est-ce que c'est parce que t'as mal lu ton texte? Est-ce que c'est parce que t'as pas lu? Donc, de déceler le moment où j'ai l'impression d'avoir perdu ta compréhension est plus là. Donc, leur laisser cet espace-là, de vraiment mettre l'accent sur notre expertise puis sur le fait que t'es là pour faciliter l'enseignement, les apprentissages. Je trouve que ça redonne des lettres de noblesse à l'enseignement. J'ai ensuite demandé à Constance Denis de m'expliquer ce qu'elle apprécie particulièrement de la classe inversée. J'avais retenu un principe, moi, du baccalauréat, c'était faut que les élèves ou les étudiants travaillent plus fort que l'enseignant. Donc, moi, je vais tout faire, ce design-là, cette scénarisation-là pédagogique. Oui. Mais toi, tu vas travailler aussi. Puis, tu sais, dans un cours à l'université, c'est 135 heures, c'est 45 heures par crédit. Donc, t'as des heures à faire chez toi. Puis, tu sais, ça me fait toujours un peu rire quand les gens disent, ben là, je travaille au moins un bon 6 à 9 heures par semaine. Oui, c'est ça que t'as signé aussi. Ben oui, c'est à ça que tu t'es inscrit, effectivement. Ben oui. Ouais. Puis, tu m'as fait réfléchir à quelque chose. Je pense qu'une des choses qui m'a allumée, moi, Marc, c'est que j'ai eu des cours de didactique de la grammaire par Stan Blazer à l'époque, puis elle nous avait parlé de démarche active de découverte. Et moi, là, ça a été une révélation. Ça fait longtemps, on s'entend, là. Je devais être en 2007, là, en 2008. Puis je m'étais dit, OK, enfin, une façon de pas présenter les bonnes vieilles règles de grammaire en l'écrivant au tableau puis en disant copiez-les dans votre cahier, vous allez les retenir. Puis je me disais ça me parle. Ça, je m'imagine au secondaire enseigner comme ça. Ça va. Puis je pense que ça a toujours resté un peu cette idée-là de leur dire vous devez être actif. Vous devez découvrir par vous-même la matière. Je dois rester un peu en suspens à la limite. Tu sais, de la classe inversée, si j'ai bien pensé ma scénarisation pédagogique, je pourrais quasiment m'asseoir puis juste vous regarder. Rester ébloui devant le fait que vous êtes actif puis vous êtes en mesure de me consulter au besoin, mais vraiment de m'effacer pour vous laisser toute la place. Est-ce que tu dirais qu'il y a des conditions gagnantes, des éléments qu'il faut pas négliger si on veut maximiser l'impact, aller au maximum du potentiel de cette stratégie-là? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu penses que tu dis ça, c'est absolument essentiel, on peut pas passer à côté? Oui, je pense qu'on n'a pas le choix d'expliciter nos attentes envers la personne apprenante. Peu importe son âge. C'est quoi tes attentes? C'est quoi tes intentions pédagogiques? C'est quoi les cibles de formation? Puis comment t'alignes ça par rapport à la classe inversée? Comment tu leur vends l'idée que vous allez devoir travailler entre 6 et 9 heures chez vous? On parle de l'université, on s'entend bien. Mais donc... Moi, je peux pas vendre cette idée-là. Non, pas pour l'instant, c'est correct. Mais donc, de leur dire ça, de l'expliciter, et ce, très, très rapidement quand on arrive en classe. En enseignement supérieur, mais j'imagine que c'est la même chose aussi au secteur jeune, c'est de dire comment est-ce que cette pédagogie-là, comment cette formule-là est cohérente avec ce qu'ils ont déjà connu dans le passé. Si ça n'a jamais été proposé comme formule, là, on peut pas s'attendre à ce que la première fois, ce soit number one, ce soit merveilleux. C'est sûr qu'ils vont réagir. Ils vont pas le savoir, ils vont pas savoir comment fonctionner, ils vont peut-être pas savoir comment interpréter tes silences ou tes reculs ou tes questions de rétroaction. Donc, de vraiment leur laisser un temps, puis à la limite de faire un debriefing avec eux, de vraiment dire comment vous êtes sentis, leur laisser beaucoup d'espace aussi pour s'exprimer. Je pense que c'est extrêmement important. C'est ainsi que se termine le 2e épisode de la saison 4. Pour expérimenter moi-même la classe inversée avec mes élèves, je vous confirme qu'il est essentiel de nommer clairement nos objectifs et nos attentes dès le départ. En fait, on ne devrait jamais hésiter à expliquer pourquoi on choisit une façon de faire plutôt qu'une autre. On ne devrait jamais hésiter à utiliser le métalangage avec nos élèves, au primaire comme au secondaire. Merci donc à mon invité, Constance Denis, qui a bien voulu répondre à mes questions lors d'une visioconférence sur Zoom. Merci à Simon Proulx, guitariste et compositeur. Son excellente musique nous accompagne dans chacun des épisodes. Mon nom est Marc Proulx. Vous avez écouté La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.